Il a volé, trahi, écrasé, et pourtant, il est là, debout sous les projecteurs. Une coupe en cristal entre les mains, tandis que le véritable créateur pourrit dans l'ombre, rongé par l'amertume. Et toi, tu regardes cela, le poing serré, en hurlant intérieurement. Pourquoi est-ce que le silence de Dieu ressemble autant à de la lâcheté? Pourquoi le méchant prospère-t-il toujours, comme un arbre aux racines vénéneuses, pendant que l'innocent se flétrit? Accroche-toi à cette rage, garde-la précieusement. Parce que ce que tu t'apprêtes à entendre va pulvériser ta définition de la justice. Tu vas comprendre pourquoi, parfois, pour qu'un châtiment soit absolu, l'univers doit d'abord laisser le coupable grimper assez haut pour que la chute le réduise en poussière. Regarde, Julien, c'était un type brillant, trop brillant peut-être. Dans son open space, ses idées fusaient comme des éclairs. Il portait le projet à bout de bras, pendant que les autres comptaient des minutes avant la pause café. Tout le monde savait que cette start-up, c'était son bébé. Sauf que le bébé, il avait un papa officiel, Alexandre, le cofondateur. Alexandre, lui, il ne savait pas coder, il ne savait pas créer, mais il savait parler. Il savait serrer les mains, regarder les investisseurs dans les yeux et leur vendre du rêve avec des mots qui pesaient de l'or. Pendant des mois, le tandem a fonctionné. Julien, la tête dans le moteur, Alexandre, la tête dans les nuages, jusqu'à cette nuit fatidique de la levée de fonds. Les investisseurs américains étaient en ligne, prêts à signer un chèque à 8 chiffres. Et Alexandre, devant l'écran, a présenté le projet comme s'il en était l'unique architecte. Julien, assis dans le coin, s'est tu. Il s'est tu par loyauté, par peur de faire capoter la mayonnaise. Mais dans le silence de cette réunion, quelque chose est mort en lui. Le lendemain, il a été convoqué en RH. Alexandre, avec une mine d'enterrement, lui a expliqué que pour des raisons stratégiques, il devait se mettre en retrait. Une porte dérobée, une clause qu'il n'avait pas lue, et voilà. Il était viré de sa propre création. Pas un remerciement, pas un sourire, juste un carton pour vider son bureau, sous le regard gêné des vigiles. Voilà comment le silence du monde a commencé à tisser sa toile. Les semaines ont passé, transformant l'incompréhension en un cancer. Julien a tenté de se reconstruire ailleurs, mais dans ce milieu, les nouvelles vont vite. Le récit d'Alexandre était déjà gravé dans le marbre. Julien était un bon élément, mais instable, paranoïaque, incapable de gérer le stress de la croissance. La version officielle est celle qui tue. Chaque entretien d'embauche se terminait par un sourire poli et un « on vous rappelle » qui n'arrivait jamais. Pendant ce temps, Alexandre trônait à la une des magazines, posant avec la modestie arrogante de ceux qui croient que leur succès est dû à leur seul génie. Julien a regardé sa femme. Clara s'éloignait doucement, fatiguée de vivre avec un fantôme habité par la rancune. Il a regardé son fils, lui demander pourquoi il n'allait plus au bureau des jouets. La pression est devenue une chape de plomb. Une nuit, seul dans son garage, il a ouvert une bouteille de whisky et il a fait ce que font tous les désespérés. Il a regardé en l'air et il a lancé un ultimatum à ce Dieu silencieux. « Frappe-le, montre-lui. Fais quelque chose, sinon je ne sais pas ce que je vais faire. » Le silence en retour fut absolu. Pas un craquement, pas un signe. Le lendemain, en ouvrant son journal, il est tombé sur la photo d'Alexandre, souriant, entouré de ses nouveaux cadres dirigeants. L'article annonçait une nouvelle acquisition, une nouvelle licorne française. Le ciel restait désespérément vide. Et c'est là, dans ce vide absolu, que la machine s'est mise en route. Parce que nous regardons toujours en l'air en cherchant la foudre, sans jamais nous retourner pour voir le précipice qui s'est ouvert, juste sous les pieds de l'autre. Alexandre, lui, vivait un conte de fées dont il était le héros. Chaque matin, il se regardait dans la glace de sa salle de bain immense et il voyait un gagnant. Il avait la femme parfaite, une ancienne mannequin qui posait comme une statue dans les soirées. Il avait la maison avec piscine, la voiture allemande et cette montre qui coûtait plus cher que ce que Julien gagnerait en 10 ans. Mais une maison, ce n'est que du plâtre. Une voiture, ce n'est que du métal. Et une femme parfaite. Et c'est souvent celle qui apprend à sourire quand l'envie de hurler lui déchire la gorge. Elsa, son épouse, était devenue transparente à force de vivre dans l'ombre portée de son ego. Alors, quand un jeune et séduisant architecte d'intérieur
a commencé à venir pour les travaux de la Villa de Megève. Elle a vu en lui une porte de sortie. Ce n'était pas de l'amour, c'était de la revanche. Une revanche silencieuse, feutrée, qui sentait bon le bois de santal et les messes basses. Alexandre était trop occupé à régner sur son empire pour remarquer les regards qui s'attardaient, les doigts qui s'effleuraient autour d'un nuancier. Il voyait le chiffre d'affaires, il ne voyait pas le vide. Il voyait les courbes de croissance, il ne voyait pas les courbes du corps de l'architecte, qui se penchait un peu trop près de sa femme. Le ver était dans le fruit, mais le fruit, aveuglé par sa propre lumière, croyait que les pépins d'or le protégeaient de tout. Au bureau, la toute-puissance d'Alexandre commençait à sentir le soufre. Dans toute success story, il y a des cadavres dans le placard, et le sien commençait à déborder. Un jeune stagiaire brillant et naïf lui avait présenté une idée révolutionnaire pour optimiser la logistique. Alexandre, comme à son habitude, avait écouté, souri et avait refilé le projet à son équipe en oubliant soigneusement d'en attribuer la paternité. Le stagiaire, lui, on lui avait dit qu'il était là pour apprendre, pas pour briller. Mais ce gamin, contrairement à Julien, avait la haine fraîche et les réseaux sociaux bien huilés. Il n'a pas fait de vagues tout de suite, il a juste commencé à documenter, à rassembler des preuves, des captures d'écran, des mails anodins qui prouvaient la chronologie des idées. Il a patiemment construit un dossier qu'il a appelé « Mon héritage ». Pendant ce temps, Alexandre, grisé par sa puissance, s'autorisait tout. Il humiliait ses collaborateurs en réunion, il changeait d'avis sans prévenir. Il terrorisait les plus fragiles. Il se croyait indispensable. Il se croyait protégé. Il ne voyait pas que le trône sur lequel il était assis était en réalité une chaise électrique dont le courant n'attendait que la pression du bon interrupteur pour le foudroyer. Il vivait dans l'illusion que la réussite matérielle était un bouclier. Il ignorait que c'était souvent une cible. Et puis, il y a ce fameux soir d'automne. La pluie battait les vitres du penthouse. Alexandre était seul, ce qui était rare. Elsa était à Megève avec l'architecte pour superviser la pose du parquet. Ses associés étaient en déplacement. Ils zappaient d'une chaîne à l'autre, un verre de whisky à la main lorsqu'il tomba sur un reportage. Un reportage sur les start-up et la santé mentale. À l'écran, un visage qu'il n'avait pas vu depuis des années. Un visage creusé, fatigué mais étrangement apaisé. C'était Julien. Julien parlait de reconstruction, de résilience. Il avait créé une petite association pour aider les entrepreneurs harcelés. Il ne parlait pas d'Alexandre, il ne parlait pas de trahison. Il parlait de l'importance de lâcher prise. Alexandre sentit un malaise diffus l'envahir. Il éteignit la télé, furieux. Comment osait-il avoir l'air apaisé? Comment osait-il ne pas le haïr? Ce n'était pas normal. Le silence de Julien, cette absence de haine, était plus assourdissant que n'importe quelle insulte. C'est à ce moment précis, en reposant son verre, qu'il aperçut son téléphone qui vibrait, un message, puis un autre, puis une avalanche. C'était un lien vers un article de presse en ligne. La tête d'affiche était sa photo, mais pas celle des magazines. C'était une photo floue prise pendant une conférence. Le titre était cinglant, « Licorne ou arnaque », l'envers du décor d'un empire bâti sur la sueur des autres. Le jeune stagiaire avait parlé. Il avait balancé le dossier à 3 grands médias. Les preuves étaient là, irréfutables. Le conte de fées venait de basculer dans le cauchemar. Les jours qui suivirent furent un long ralenti. Les investisseurs, ces hyènes qui sentent le sang à des kilomètres, ont commencé à rappeler leurs fonds. Le conseil d'administration a exigé sa tête. Les réseaux sociaux se sont déchaînés. On a ressorti des vieilles interviews, on a analysé ses gestes, on a débusqué chaque parole arrogante. Et au milieu de ce tumulte, il y eut un deuxième coup de tonnerre. Elsa avait demandé le divorce. Elle ne demandait pas la charité, elle demandait la moitié de tout. L'avocat d'Alexandre était formel. Avec le contrat de mariage qu'il avait signé sans lire, il allait perdre la maison. Perdre la trésorerie, perdre les économies. En une semaine, l'homme qui avait tout perdu, Julien, avait tout perdu. Sauf que sa chute à lui était publique, humiliante, filmée en direct. Il n'avait même pas le réconfort de souffrir dans l'ombre. Il devait souffrir sous les flashs, en première page, avec des commentaires haineux en dessous de chaque publication. 6 mois plus tard, on retrouva Alexandre dans un café de quartier, loin des Champs-Élysées. Il avait maigri,
Son costume pendait sur ses épaules comme une vieille peau de serpent. En face de lui, il y avait une tasse de café froid et une ombre. Julien se tenait debout devant sa table. Il ne disait rien. Il regardait cet homme, ce roi déchu, avec des yeux qui ne brillaient ni de triomphe ni de pitié. Juste une étrange sérénité. Alexandre leva la tête. Ses yeux étaient rouges, cernés. Il ouvrit la bouche, cherchant ses mots, cherchant une excuse, cherchant une explication. Mais rien ne vint. Julien posa alors une enveloppe sur la table. À l'intérieur, il y avait un chèque. Pas un chèque énorme? Non. Juste de quoi payer quelques loyers, de quoi ne pas finir à la rue. C'était la somme exacte que lui avait coûté son avocat, quelques années plus tôt, pour un procès qu'il avait perdu contre Alexandre pour harcèlement moral. Un procès qu'il avait perdu, faute de preuves suffisantes. « Je ne te pardonne pas », dit calmement Julien. « Je ne suis pas Dieu. Je suis juste un homme qui a arrêté de te laisser habiter sa tête. Ceci, c'est pour solder les comptes terrestres. Pour le reste, tu as déjà reçu ton dû. » Il tourna les talons et sortit dans le froid. Dehors, la pluie fine de novembre lavait les trottoirs. Alexandre resta seul, fixant le chèque, les mains tremblantes. Il comprit alors, avec une clarté aveuglante, que la justice n'était pas un éclair venu du ciel. C'était un poison lent qu'il s'était administré lui-même, goutte après goutte, à chaque mensonge, à chaque trahison, à chaque fois qu'il avait regardé quelqu'un de haut. Le silence de Dieu n'avait pas été une absence. C'était un espace qu'on lui avait laissé pour qu'il puisse creuser sa propre tombe avec la pelle de son ego. Le monde n'avait pas eu à le punir. Il avait suffi que le monde arrête de le protéger de lui-même. Alors, la prochaine fois que tu regarderas le ciel en serrant les poings, en hurlant que l'injustice triomphe, souviens-toi d'Alexandre. Souviens-toi que parfois, le pire châtiment n'est pas d'être frappé, mais d'être laissé libre de se détruire. La justice silencieuse ne frappe pas, elle lâche la corde. Elle te regarde grimper, grimper encore, jusqu'à ce que l'air devienne trop rare pour supporter le poids de ton propre mensonge. Et quand tu tombes, ce n'est pas une main vengeresse qui te pousse. C'est le vide immense que tu as toi-même creusé autour de toi qui t'aspire. Le silence n'est pas un abandon. C'est le plus terrible des jugements. Parce qu'il te laisse seul face à ton propre miroir. Et ce jour-là, croyez-moi, vous n'aurez besoin d'aucun autre tribunal. Il a pris l'héritage. Il a pris la femme. Il a pris la lumière. Et toi, tu es resté là, enterré vivant sous les décombres de ta propre générosité, à regarder le ciel en te demandant pourquoi il laisse faire. Tu as offert l'autre joue, tu as tendu la main, tu as cru que la bonté finirait par payer, et tout ce que tu as récolté, c'est le bruit de ses talons qui s'éloignent en riant. Alors oui, je comprends cette lave qui coule dans tes veines quand tu croises son regard triomphant. Mais avant que tu ne craches sur ce silence divin, laisse-moi te raconter l'histoire de ce type qui a passé 20 ans à subir l'injustice, pour découvrir un matin que le tribunal, le plus impitoyable, n'avait jamais levé le petit doigt. Parce que parfois, pour qu'une dette soit payée jusqu'au dernier centime, il faut que le créancier accepte de devenir invisible. Regarde Simon, un homme bâti dans le granit des campagnes, un de ceux qui croient que la parole donnée vaut plus que tous les contrats du monde. Avec son frère cadet, Marc, ils avaient repris la menuiserie familiale, un atelier qui sentait bon la sciure et la sueur honnête. Simon était l'aîné, le taiseux, celui qui avait les mains calleuses et le dos voûté à force de porter les poutres. Marc, lui, c'était le sourire. Le verbe facile, celui qui passait plus de temps à caresser les clients qu'à caresser le bois. Pendant 20 ans, Simon a serré les dents. Il voyait bien que Marc arrivait en retard, partait plus tôt et empochait les compliments. Mais c'était son frère, le sang. Alors quand leur père est mort, laissant l'atelier en indivision, Simon n'a pas bronché. Quand Marc a proposé de racheter ses parts pour une bouchée de pain. « Dot, on est famille », lui disait Marc avec ce sourire en lame de rasoir. « Tu peux me faire confiance. » Simon a signé. Il a signé sans lire les lignes en petits caractères, sans voir la clause qui le spoliait de la clientèle, sans comprendre qu'il signait son arrêt de mort professionnel. 6 mois plus tard, il était viré de l'atelier qu'il avait construit de ses mains, avec un chèque de misère et un reçu pour solde de tout compte. Marc, lui, embauchait du personnel, décrochait des marchés publics et posait pour le journal local avec la cravate du notable.
Les années ont passé comme un fleuve lent. Simon a enchaîné les petits boulots, les chantiers au black, les fins de mois où il faut choisir entre le chauffage et les pâtes. Sa femme Lise a usé ses yeux à faire de la couture pour arrondir, jusqu'à ce qu'une cataracte la prive de la lumière. Simon a dû vendre sa montre, l'unique souvenir de son père pour payer l'opération. Pendant ce temps, Marc construisait une villa avec piscine, roulait en allemande et venait aux enterrements de famille en affichant cette compassion de façade qui cache mal la suffisance. À chaque réunion de famille, Simon serrait les poings sous la table. Les cousins, les tantes, tous regardaient Marc comme le réussite et Simon comme le raté, l'aigri, celui qui n'a pas su saisir sa chance. Personne ne savait. Personne ne voyait le contrat léonin, la spoliation, le venin. Le silence de Simon était total, mais pas par choix. C'était le silence de celui qui n'a plus les mots, plus la force, plus l'énergie de se battre contre un système où celui qui a l'argent a toujours raison. Et puis, il y a eu ce fameux hiver. L'hiver le plus froid depuis 1985. Simon vivait désormais dans un mobile home, au fond d'un terrain qu'un ami lui prêtait. Le poêle à bois était son unique richesse. Un soir, en cassant des bûches, sa main a glissé, la hache est partie et le tranchant lui a ouvert la cuisse. Il est resté là, seul, à regarder le sang tremper la terre, en pensant que c'était peut-être la fin. Il a rampé jusqu'au téléphone. À l'hôpital, on lui a posé des questions sur sa mutuelle. Il n'en avait pas. On l'a recousu quand même, avec des soins minimalistes, et on l'a renvoyé chez lui, avec des antiseptiques et une ordonnance pour des antalgiques, qu'il ne pourrait pas acheter. C'est là, dans la douleur, que la révolte a cédé la place à une paix étrange. Il a regardé le plafond humide du mobile home. Il a pensé à son frère, dans sa villa chauffée, et pour la première fois, il n'a pas senti la haine, juste une immense lassitude. « Fais ce que tu veux de lui », a-t-il murmuré dans le noir. « Moi, je jette l'éponge. » Il ne s'adressait à personne en particulier. Il lâchait juste le poids. Et c'est à cet instant précis, dans ce renoncement absolu, que la mécanique céleste s'est inversée sans un bruit. Pendant ce temps, Marc touchait le ciel. Sa femme, Caroline, menait une vie de reine dans leur villa. Mais les reines s'ennuient parfois. Et quand elles s'ennuient, elles regardent ailleurs. Marc, lui, était trop occupé à compter ses sous pour voir que sa femme passait beaucoup de temps avec le coach, sportif du club de tennis. Ce type jeune, bronzé, avec un sourire de carnassier, lui faisait faire des abdos dans le salon pendant que Marc était en rendez-vous. Caroline ne cherchait pas l'amour, elle cherchait la revanche. La revanche contre ce mari qui la traitait comme un meuble design, qu'on sort pour les dîners et qu'on range le reste du temps. L'argent, elle en avait. Ce qu'elle voulait, c'était de l'attention. Et le coach, justement, était très attentif aux courbes de sa carte bleue. Il la complimentait, la touchait, la faisait rire. Et peu à peu, les confidences sont venues. Caroline lui a parlé de l'héritage, de la menuiserie, de ce beau-frère qu'on avait jeté comme un Kleenex. Le coach a écouté, l'air intéressé, mais ses yeux brillaient d'un autre intérêt. Les mois ont passé. L'été est arrivé, brûlant. Marc préparait une grosse transaction. La vente de l'atelier à un grand groupe industriel. Le pactole. De quoi multiplier sa fortune par 10. Les papiers étaient prêts. Le notaire mandaté. La signature prévue pour le 15 juillet. La veille, Marc a invité ses proches pour un barbecue d'apéritif. La villa était pleine de rires, de champagne, de gens importants. Caroline, radieuse, servait les cocktails. Le coach était là aussi, invité en tant qu'ami proche du couple. En fin de soirée, alors que Marc faisait le fier devant ses invités, une voiture noire s'est garée devant le portail. Des hommes en costume en sont descendus. Ils ont montré leur badge, brigade financière. Le notaire de Marc, celui en qui il avait toute confiance, était en garde à vue depuis le matin pour faux et usage de faux, escroquerie en bande organisée et blanchiment. Tous les actes qu'il avait signés pour Marc étaient entachés d'irrégularités. L'atelier, les parts, les contrats, tout était potentiellement nul. Les hommes ont demandé à Marc de les suivre pour une audition libre. Devant ses invités, sous les flashs des portables, Marc a dû monter dans la voiture. Le silence était tel qu'on entendait les grillons. Ce n'était pas fini. Pendant sa garde à vue, le coach sportif, qui avait patiemment recueilli les confidences de Caroline, est allé voir un avocat, un avoué spécialisé dans les successions.
Il a raconté l'histoire de la spoliation, le contrat léonin, le frère jeté dehors. L'avocat a flairé l'affaire du siècle. Il a retrouvé Simon, perdu dans son mobile home, et il lui a proposé de l'aider gratuitement. Simon, qui avait lâché prise, qui ne croyait plus à rien, a accepté sans espoir, juste pour faire quelque chose. L'enquête a révélé que le notaire, véreux, avait systématiquement spolié des héritiers pour enrichir ses clients les plus offrants. Marc, sans le savoir, était au cœur du système. Mais l'ignorance ne protège pas de la complicité. Les comptes de Marc ont été gelés. La villa saisie. Caroline, qui avait eu vent des confidences du coach, a compris qu'elle avait été manipulée. Elle a demandé le divorce en urgence pour sauver ce qui pouvait l'être, emportant avec elle la moitié de ce qui restait. En 6 mois, l'empire de Marc s'est effondré comme un château de cartes sous la pluie. Le procès a eu lieu 1 an plus tard. Marc a été condamné pour recel d'abus de faiblesse et complicité d'escroquerie. Il a écopé de 3 ans ferme et de dommages et intérêts faramineux à verser à toutes ses victimes. La première sur la liste, c'était Simon. Quand le montant a été lu, Simon a eu un vertige. C'était plus d'argent qu'il n'en avait jamais vu. De quoi acheter une maison, de quoi soigner Lise, de quoi vivre dignement pour le reste de ses jours. À la sortie du tribunal, sous une pluie battante, il a croisé Marc. Encadré par 2 gendarmes, menottes au poing. Les frères se sont regardés. Il n'y avait pas de triomphe dans les yeux de Simon, juste une tristesse immense. Et dans ceux de Marc, il n'y avait plus d'arrogance. Juste la stupeur de celui qui ne comprend pas comment le ciel lui est tombé sur la tête. Simon a simplement dit « Je n'ai rien fait ». Et c'était vrai, il n'avait rien fait. Il avait juste arrêté de lutter. Il avait laissé le silence opérer. L'histoire ne s'arrête pas là. Quelques mois après sa sortie de prison, Marc a tenté de reconstruire quelque chose. Il avait perdu sa femme, ses biens, sa réputation. Il vivait dans un studio minable et tentait de donner des cours de menuiserie pour survivre. Un jour, en rangeant son atelier de fortune, il est tombé sur une vieille boîte. Dedans, il y avait des photos de leur enfance, des outils de leur père et une lettre jaunie. C'était une lettre que leur père avait écrite avant de mourir et qu'il avait confiée à un notaire honnête, le précédent, celui qui était mort avant que l'escroc ne prenne la suite. La lettre avait été égarée, puis retrouvée. Le père y écrivait « Mes fils, je vous ai tout laissé à parts égales, mais je connais Marc, sa cupidité. Simon, je te confie la mission de veiller sur lui. Marc, souviens-toi que la seule chose qu'on ne peut pas acheter, c'est le respect de son frère. » En lisant ces lignes, Marc a compris l'ampleur de ce qu'il avait perdu. Pas l'argent, pas la villa. Quelque chose de bien plus précieux. L'estime de celui qui avait partagé son sang, son enfance, ses rêves. La justice n'avait pas eu besoin d'un juge céleste pour le frapper. Elle avait juste laissé sa propre nature agir. Elle l'avait laissé construire son propre piège, tendre ses propres fils, pour finalement s'y prendre les pattes. Alors, quand tu regardes celui qui t'a volé, bafoué, humilié, et que tu le vois prospérer, souviens-toi de Marc. Souviens-toi que la prospérité n'est pas une bénédiction. C'est parfois un piège à ours. Le silence de Dieu n'est pas une absence de justice, c'est une preuve de patience. Il regarde le coupable tisser sa toile, l'encourage même en secret, parce qu'il sait qu'au bout du chemin, cette toile se refermera sur lui avec la précision d'un étau. La vengeance est un plat qui se mange froid, dit-on. La justice silencieuse, elle, est un plat qui se mange sans même savoir qu'on est à table. Elle ne prévient pas, ne s'annonce pas. Un jour, le méchant se réveille et il constate que le monde a continué de tourner sans lui, que les projecteurs se sont éteints, que l'argent s'est envolé, que l'amour s'est tari. Et il ne peut même pas accuser quelqu'un parce que personne ne l'a frappé. Il est juste seul. Seul avec le vide qu'il a lui-même creusé. Et ce vide, croyez-moi, pèse plus lourd que toutes les chaînes du monde.